Alors, les choses sont pas très compliquées. L'affaire a commencé en 2015, en fait, quand voilà, on a une camarade qui était par ailleurs enseignante, a craqué, d'épuisement, de surtravail, elle a explosé psychiquement. Et lorsque effectivement cet événement est survenu, on s'est aperçu que les démarches dont on pouvait disposer par ailleurs pour parvenir à la sécuriser, et à sécuriser ce type de travailleur finalement qui s'effondre à cause du travail, et ben écoute, ces démarches n'étaient pas opérantes et qu'en fait on était à poil au niveau des méthodes syndicales. Donc en fait c'est la réalité qui nous a poussé en quelque sorte à développer toute une réflexion et à élaborer effectivement de nouvelles démarches dont on n'a pas trouvé trace autour de nous dans notre monde syndical, on va dire. Voilà, et cette démarche, ça a été très très vite la démarche de la reconnaissance de l'accident de service. Voilà, c'est la formule qu'on utilise pour désigner en fait un accident de travail, mais dans la fonction publique, puisque effectivement la réglementation n'est pas la même dans la fonction publique que dans le privé. Voilà, donc en fait c'est à l'occasion de ce qui a été un drame de toute manière, qu'on a découvert d'une part que le monde syndical était très démuni sur ces questions, pourtant qui paraissent évidentes, lorsqu'effectivement un travailleur vit une atteinte à la santé connectée au travail et est tombé malade gravement sur un plan psychique à cause du travail, on ne sait pas comment faire pour en réalité lui permettre de restaurer ses droits et lui permettre de se trouver sécurisé par effectivement tout un tas de dispositifs réglementaires qui existent par ailleurs mais qu'on ne savait pas effectivement activer. Cette camarade et cette collègue, puisque effectivement elle était par ailleurs enseignante, a été la première d'une longue liste. C'est-à-dire qu'on a découvert à partir de 2015 que la question des conditions de travail devenait véritablement une urgence vitale à traiter syndicalement, parce que les situations se multipliaient. Ça a été un point de départ qui a été l'objet d'une prise de conscience pour nous, de nos propres carences, mais derrière on a eu énormément de sollicitations. Et on s'est aperçu en fait, depuis notre petit poste d'observation à Aurillac, que, si tu veux, un phénomène massif était en train de se produire et était en train de s'affirmer dans le champ de la fonction publique. Il y avait eu des affaires dans le privé déjà, il y avait eu des histoires de suicides professionnels à France Télécom, à la Poste, chez Renault, mais cette vague est arrivée dans la fonction publique. Moi en tout cas je l'ai observé, nous l'avons observé ici dans le Cantal à partir de 2015. Et c'est le phénomène des orgas de travail qui génère en fait une casse psychique qui devient de plus en plus massive. Les gens partent au travail, ils tirent sur la corde, ils ont du surtravail, ils sont harcelés, on leur donne des consignes absurdes, des injonctions qui sont impossibles à réaliser. Ils tirent sur la corde et un beau jour effectivement ils pètent en mille morceaux. Voilà, nous on a eu notre premier événement, mais derrière il y en a eu plein d'autres qui nous ont vraiment amenés à prendre conscience qu'il fallait absolument qu'on s'organise syndicalement parce que malheureusement les vieux savoir-faire de la CGT qui probablement ont existé dans le passé, et ben, ces savoir-faire ont été perdus. Et effectivement, voilà, on était sur des questions qui avaient comment dire, un caractère, qui exigeait des compétences juridiques notamment, pas seulement, mais des compétences techniques et juridiques, encore une fois pas seulement, et que ces compétences on ne les avait pas. Donc il a fallu que effectivement on tisse par exemple des collaborations avec le milieu associatif, et notamment avec une association qui s'appelle la FNAT, la Fédération Nationale des Associations du Travail et du Handicap, qui elle avait conservé ses savoir-faire, et donc on s'est tourné vers eux, on a travaillé avec eux autour de la première situation qu'on a accompagnée, mais aussi effectivement par la suite. Le premier recours, ça va être le médecin traitant. C'est toujours lui qui va prescrire le premier arrêt de travail qui va permettre à la personne de reprendre son souffle. Alors elle reprend son souffle, elle revient au travail, mais comme les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, fatalement, il y a une multiplication des arrêts de travail. Donc ça, c'est un phénomène qui s'observe à l'hôpital, enfin dans toutes les administrations, on a des multiplications d'arrêts de travail.
Sauf que les arrêts de travail sont des arrêts de travail en maladie ordinaire. Si bien que, effectivement, la question des accidents de travail dans la fonction publique, elle reste dissimulée parce que la plupart des agents qui, à un moment donné, ont besoin d'un arrêt de travail, que forcément leur médecin va leur prescrire parce qu'il va constater qu'effectivement ils ne sont plus en état de retourner au travail. Cette question des accidents de travail elle reste dissimulée parce que la première ressource des agents, c'est plutôt de recourir au simple arrêt de travail. Parce que, de toute manière, pour prendre conscience qu'effectivement tu viens de vivre un accident de travail, il faut beaucoup de temps et c'est pas forcément le premier réflexe c'est pas forcément le premier réflexe des personnes. Le premier réflexe des personnes, c'est de sauver leur peau dans l'immédiat. Je m'arrête jusqu'au jour où, effectivement, je ne peux plus retourner du tout au travail. Au bout d'un moment, le droit aux arrêts de travail est épuisé et ils se retrouvent dans une précarité matérielle. Et généralement, ça va être dans cette situation qu'on va avoir à répondre à la demande de l'agent qui va à ce moment-là pousser la porte du syndicat. Parce qu'il n'y a plus d'autre choix. Et parce qu'il se trouve pénalisé dans son salaire, soit qu'il touche un demi-traitement au bout de quelques mois, soit carrément qu'il est totalement épuisé ses droits et se retrouve dans une précarité matérielle totale. La posture des employeurs elle est extrêmement ambiguë par rapport à ça. L'employeur a des possibilités réglementaires de sécuriser les agents qui ne peuvent pas reprendre le travail, mais généralement ces solutions administratives elles ne mettent pas en question sa responsabilité dans ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle les congés longue durée, les congés longue maladie, les congés grave maladie pour les contractuels. On va placer l'agent dans une case, si tu veux, administrative, où effectivement il va retrouver le plein traitement, mais où surtout on va considérer, c'est le sens de ce classement, on va considérer que s'il est malade, ce n'est pas à cause du travail. C'est ce qu'on appelle la non-imputabilité au service. Voilà. Il est malade, on va lui laisser le temps de se requinquer, on va le sécuriser avec ce placement-là, par exemple en congé longue maladie, mais surtout, là, ma responsabilité en tant qu'employeur n'est pas engagée, puisque ce n'est pas d'un accident de travail qu'il s'agit, il s'agit simplement d'un arrêt de travail pour des raisons qui ne sont pas liées au travail. C'est ça. Alors, c'est très ambigu parce que ça sécurise effectivement l'agent pendant quelques temps, mais d'abord ça a des limites dans le temps, et surtout, ça permet de continuer à dissimuler la réalité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'agent est tombé malade à cause du travail, parce qu'il y a un dysfonctionnement dans l'organisation de travail qui fait qu'à un moment donné, il est tombé malade. Ça veut dire que d'autres peuvent tomber malades pour les mêmes raisons, parce que ces raisons-là s'inscrivent on va dire, sur le plan de toute l'organisation du travail. Donc quand il y a un accident de travail, d'autres peuvent vivre exactement la même histoire, c'est ce qui se passe de toute manière. Mais voilà, il est sécurisé certes, mais on n'a pas reconnu pour autant le dysfonctionnement. Et donc du coup, effectivement, il y a une double insatisfaction. D'abord parce que le problème véritable qui est à la source de tout ça ne peut pas être réglé tant qu'il n'a pas été pleinement identifié comme tel. Et puis deuxièmement, l'agent qui est sécurisé pour un temps ne l'est que pour un temps. Hein. Ce placement en congé longue maladie, il a une limite temporelle. Ce qui fait qu'on voit des agents qui, au bout de plusieurs années, parce que certains accidents du travail laissent des séquelles et exigent des reconstructions sur un temps très long, ça ne suffit pas pour eux. Donc ils restent de toute manière insécurisés. Alors, ça intéresse la CGT pour, j'ai envie de dire, au moins trois raisons fondamentales. La première, c'est que la fonction générale d'un syndicat, et la CGT en particulier, c'est quand même de répondre aux besoins des travailleurs. Et que ce besoin de mettre un terme à ces accidents de travail dans le monde du travail qui devient de plus en plus dur, ce besoin il devient massif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine où on n'a pas un agent de la fonction publique qui vient ici dans les locaux de l'union départementale pour solliciter effectivement un accompagnement sur ces questions de harcèlement, sur ces questions de surtravail, d'organisation de travail absolument débiles et qui l'ont épuisé. Et donc par conséquent, le syndicat doit répondre à cette demande. Ça, c'est la première des choses. S'il ne répond pas, je ne vois pas très bien à quoi il sert. Voilà. Donc c'est la question de l'utilité en fait de la CGT qui se joue là.
du syndicalisme en général et en particulier de la CGT. Syndicat qui s'est monté historiquement sur des questions de santé au travail. Donc il faut absolument qu'on soit capable de justifier notre utilité par rapport évidemment à la demande et aux besoins des travailleurs qui nous sollicitent. Donc ça, moi, à mon avis, ce premier enjeu, c'est celui vraiment de l'avenir de notre syndicalisme. Soit on est capable effectivement de répondre à ces besoins-là, et à ce moment-là, on aura justifié notre existence, soit effectivement on n'y répond pas, et à ce moment-là, comme toute chose inutile, on disparaîtra. Ça, c'est la première raison qui est la plus générale. La deuxième, elle est évidente, c'est que quand tu as une personne qui vient te voir, tu es en face d'un drame humain, tu vois, ça se joue ici, la personne s'assoit en face de mon bureau, et il faut absolument répondre à ses besoins. Tu ne peux pas la laisser repartir en lui disant ça va passer, c'est pas possible. Donc il y a vraiment la question du sort de cet individu bien réel que tu as en face de toi. Et il faut absolument l'accompagner, le sécuriser, et c'est absolument fondamental. Je ne vois pas ce que je ferais ici à ce bureau si je n'étais pas en mesure d'apporter une aide, un accompagnement, une réponse aux personnes. Et la troisième raison, c'est-à-dire qu'un accident de travail, ça n'est pas une affaire individuelle. C'est jamais une affaire individuelle. C'est une affaire qui implique une organisation de travail défaillante et que par conséquent, quand tu as une personne qui a vu sa santé dégradée par le travail, tu en as 10 autres potentiels derrière. On a développé des démarches complémentaires de celle-là, parce qu'effectivement, la manifestation, la grève, c'est des outils syndicaux qui ont encore un sens, hein, fort heureusement, mais on voit bien qu'ils ont une tendance à s'épuiser, et il faut à un moment donné sortir du discours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement se contenter de dire que ça ne va pas, que les conditions de travail sont pourries, etc., etc. Il faut à un moment donné accomplir des actions pour lesquels on dispose quand même, on va dire, de réglementations qui nous permettent véritablement de les accomplir. Alors ça, c'est ce qu'on a appelé, nous, la démarche de la reconnaissance de l'accident professionnel. Accident de travail ou accident de service, selon qu'on est fonctionnaire ou qu'on est contractuel, parce qu'il y a deux réglementations différentes. Voilà. Donc là, c'est vraiment une démarche qu'on a mise au point. Alors, l'accident de service ou l'accident de travail, c'est toujours un fait qui survient dans la vie professionnelle du travailleur, qui va provoquer d'une manière soudaine une atteinte à sa santé, qui sera ensuite constatée médicalement. Voilà, c'est ça. Un médecin dit « Monsieur, madame, vous ne pouvez plus retourner au travail », et le travailleur concerné sait que s'il ne peut plus retourner au travail aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un acte de harcèlement, ça peut être un mail, ça peut être, généralement c'est l'aboutissement, on va dire, de toute une série d'événements qui amènent une forme d'épuisement, et puis c'est le phénomène de la goutte d'eau. Voilà, c'est ça un accident. Un accident professionnel, c'est ça. Ensuite, effectivement, selon le statut qu'on va avoir dans la fonction publique, il va y avoir deux qualifications juridiques différentes. C'est l'accident de travail si on n'est pas fonctionnaire, si on est contractuel, et il y a de plus en plus de contractuels dans la fonction publique, ou l'accident de service si effectivement on est fonctionnaire. Ça veut dire qu'il y a deux réglementations qui vont en quelque sorte commander les démarches de reconnaissance. Alors la démarche de reconnaissance, elle est très simple. Il faut faire la déclaration à son employeur. Donc il y a un formulaire qui est téléchargeable sur un site gouvernemental, un site du ministère de la fonction publique. On télécharge ce document, on le remplit, et la chose la plus importante dans ce formulaire, c'est qu'il faut expliquer ce qui s'est passé, et le mieux qu'on puisse établir la connexion par un récit en fait de ce qui s'est passé entre justement l'atteinte à la santé que le médecin traitant a constaté, et puis effectivement les événements professionnels. Voilà. Donc il faut construire un récit de travail sur cette déclaration. Une fois qu'on a fait ça, la démarche, a priori, si tout se passait conformément à la façon dont ça devrait se passer, ça serait terminé. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc l'agent va donner sa déclaration à l'employeur, et normalement ça devrait suffire. Cette situation qu'on a accompagnée en 2015, on a très vite vu que ça allait être compliqué. On a très vite vu que ça allait être compliqué. On a construit un récit de travail avec voilà,
la collègue qui venait de craquer. Alors la question du récit de travail elle est fondamentale, on y reviendra tout à l'heure. On a très vite vu en construisant ce récit de travail avec elle que, de toute évidence, elle était tombée malade à cause de son travail. Elle faisait à peu près le travail de 3 personnes. On a fait ce récit de travail, on a fait la déclaration, on l'a transmise à l'employeur, c'était l'inspectrice d'académie. Et l'inspectrice d'académie, malgré toute la force probante de cette déclaration, a refusé de reconnaître l'accident de travail. Alors là, c'est un point capital, un point de droit. L'employeur à qui tu transmets ta déclaration d'accident a le pouvoir de dire si c'est un accident de travail ou pas. Ce qui est extraordinairement déséquilibré parce que tu vois bien que s'il reconnaît que c'est un accident de travail, ça veut dire qu'il reconnaît sa propre responsabilité. Là, on est obligé de rentrer un peu dans la technicité. Il y a 2 grandes difficultés. J'en ai noté une générale, c'est celle effectivement de la réticence de l'employeur public, quel qu'il soit, que ce soit une préfecture, que ce soit un directeur, un chef de service dans les finances publiques, que ce soit dans l'éducation nationale, une inspectrice d'académie, un rectorat, que sais-je, enfin bon, la fonction publique avec tous ces chefs. Bon, il y a une difficulté immense parce qu'ils ne veulent pas reconnaître l'accident de travail parce que effectivement ça les mouille. Donc ça c'est une difficulté générale. On peut y répondre, je vais vous expliquer comment on fait. Mais il y a 2 autres difficultés sur lesquelles je pense que ça vaut la peine de s'attarder. C'est d'une part la réglementation elle-même qui pose effectivement des limites temporelles à la déclaration. Quand on est fonctionnaire, on a 15 jours pour déclarer l'accident de service à son employeur, soit à partir de la survenue de l'accident, soit à partir de son premier constat médical. Donc c'est un délai extrêmement court. Quand on est contractuel, c'est pire, on a 48 heures. Alors, tu imagines bien que lorsque on a affaire à des accidents du travail qui ont un impact psychique sur la personne, avant que la personne puisse réaliser ce qui s'est passé et avant qu'elle puisse avoir l'idée de déclarer son accident de service, il s'est écoulé parfois des mois. Le deuxième problème, il est important et il va concerner, je dirais, le syndicaliste lui-même, c'est la question de la construction du récit de travail. Dans la déclaration, il faut faire ce récit de travail. Et il faut être très détaillé, il faut vraiment construire quelque chose qui est de nature à faire la preuve que oui, c'est bien un accident de travail. Donc ça veut dire que pour un syndicaliste qui reçoit un travailleur qui lui raconte son drame et son vécu professionnel, il va falloir passer énormément de temps à l'écouter pour en quelque sorte l'accompagner dans la construction d'un récit qui peut avoir une valeur juridique et un poids pour faire reconnaître effectivement que s'il est malade, c'est à cause de son travail. Alors ça, c'est probablement une des plus grandes difficultés pour le syndicat parce qu'il faut trouver le temps de le faire, ça prend des heures. Ça prend des heures pour une raison très simple, c'est que tous les travailleurs que je reçois ici sont d'excellents professionnels, avec une conscience professionnelle extraordinaire. Ce sont des gens donc, qui par conséquent font un boulot remarquable avec les bouts de ficelle qu'on veut bien leur donner pour le faire. Ils y arrivent jusqu'au jour où ils n'y arrivent plus et qu'ils craquent évidemment, mais alors ils ont beau savoir travailler dans l'excellence, ils ne savent pas forcément raconter ce qu'ils font au quotidien. Et ça, c'est une grosse difficulté. Quand on travaille, un travailleur, quand il travaille très bien, il sait ce qu'il fait, mais il ne sait pas forcément le raconter. Donc là, il y a une difficulté, il va falloir effectivement l'aider à construire et à dire effectivement ce qui s'est passé dans le travail. Et alors, ça c'est la difficulté du travailleur, et on est là pour l'aider, mais il y a aussi une difficulté du syndicaliste, c'est qu'il doit prendre le temps de faire ça. Il doit prendre le temps de le faire, et voilà, souvent dans l'action syndicale qui est très rythmée, on ne prend plus ce temps-là d'écouter les travailleurs. Et quand je dis écouter, ça veut dire d'abord se taire. D'abord se taire et donner en quelque sorte une place centrale à la parole du travailleur. Ce n'est pas facile. Pour un syndicaliste, apprendre à se taire est une chose vraiment qui peut être délicate. Donner une place centrale à sa parole, ça veut dire adopter vraiment une position un peu d'abstention et de silence, pas absolu bien sûr, et ça veut dire aussi s'organiser syndicalement pour disposer du temps d'écoute nécessaire. Bon, une fois qu'on arrive à mettre en place ces conditions, on arrive à construire les récits de travail, et les récits de travail, c'est toujours effectivement des résultats extraordinaires, hein, c'est-à-dire que c'est extrêmement puissant. Un récit de travail, ça met la réalité sur la table.
Et quand on met la réalité sur la table en face d'un employeur, je peux vous dire qu'il vacille. Alors, il ne vacille pas absolument parce qu'il a ce pouvoir de dire si oui ou non c'est un accident de travail, mais je peux vous dire que c'est très déstabilisant. Une fois qu'on se heurte à la mauvaise foi de l'employeur, c'est plus que de la mauvaise foi d'ailleurs, à son refus de reconnaître ce dont il est responsable. C'est ça qui se joue en fait. L'enjeu, l'employeur l'a compris depuis belle lurette. Il ne faut pas qu'il y ait un accident de service qui soit reconnu. Pas un seul, parce qu'autrement je vais être obligé de bouger l'organe de travail. Et moi je ne veux pas la bouger parce que les moyens sont ce qu'ils sont, etc. Et c'est souvent des questions de moyens qui sont en jeu. Donc lui, il a très bien compris qu'il avait d'une part ce pouvoir et qu'il fallait qu'il l'exerce au détriment du travailleur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, une fois qu'il a dit non, eh ben, on va voir le juge. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que la FNAT, notamment, fait quotidiennement, qu'elle nous a aidé à faire sur le premier dossier, qu'elle a fait d'ailleurs de manière remarquable, puisque à la sortie, une dizaine de mois après avoir exercé un recours, parce que quand un employeur prend une décision, on peut attaquer cette décision devant un juge administratif ou devant une autre juridiction, si jamais effectivement on n'a pas affaire à un fonctionnaire. Mais les juges, quoi qu'on en dise par ailleurs, hein, les juges ils ne peuvent pas faire autre chose que dire la loi. Et s'ils ont entre les mains une déclaration d'accident de service qui a été bien montée, avec un récit de travail, je reviens parce que c'est vraiment ça le cœur, un récit de travail qui a suffisamment documenté et suffisamment clairement raconté ce qui s'était passé, le juge, il va exiger de l'employeur, il prendra cette décision de reconnaître l'accident de service. Et c'est ce qui s'est passé pour notre camarade en 2015. Ce qui a complètement ébranlé l'inspection d'académie. Elle a été obligée de reconnaître ce qu'elle n'a pas voulu reconnaître pendant quasiment 1 an et demi. Et donc là, ça a été un bouleversement, et notamment pour nous, parce qu'on a compris qu'effectivement, on avait entre les mains une démarche qui pouvait être gagnante. Voilà. Et cet accident de travail qui a été reconnu a créé effectivement une brèche sous la forme d'une jurisprudence. Et depuis, bah, écoutez, chaque fois qu'on monte une déclaration, l'accident de travail est reconnu. Pourquoi? Parce que l'employeur a compris que si il refuse de reconnaître, on va au tribunal, on refait la même. On refait la même, avec l'appui d'une jurisprudence, et on regagnera. Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, il est totalement sécurisé. C'est-à-dire que au niveau de son traitement, son employeur a l'obligation de le maintenir. Son traitement, c'est son salaire, l'obligation de le maintenir jusqu'à ce qu'il ait pu récupérer. Ses soins sont intégralement pris en charge. Et par conséquent, il se retrouve dans une situation où il n'est plus soumis au risque de précarité matérielle, ce qui peut être absolument dramatique. Et donc, il a le temps de, j'ai envie de dire, se reconstruire. Voilà, donc ça, c'est pas négligeable. La deuxième chose, c'est que lorsqu'un accident de service ou de travail dans la fonction publique est reconnu, il existe encore pour quelques semaines, mais évidemment ça va disparaître, des CHSCT, donc des comités hygiène, sécurité et conditions de travail, qui ont le pouvoir de procéder à une enquête et de mettre noir sur blanc dans un rapport le résultat de cette enquête. Voilà. Monsieur, madame, un tel a été reconnu accident de travail, on va enquêter, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé ça, ça et ça. Monsieur l'employeur, vous avez obligation de modifier justement l'organisation de travail pour éviter qu'elle produise à nouveau ses effets. Ça, c'est le rôle du CHSCT. Et ça montre bien que une démarche de reconnaissance d'accident du travail ou d'accident de service a un enjeu collectif parce que c'est protecteur pour tous les autres agents. Et ça peut être comment dire, utile pour modifier les organes de travail, et notamment pour forcer l'employeur à embaucher là où effectivement auparavant il y avait une personne qui faisait le boulot de 3, et bien monsieur l'employeur, vous devez embaucher 3 personnes. Autrement, la prochaine personne que vous allez mettre sur ce poste va aussi tomber malade. Donc ça, on l'a testé, et évidemment ça fonctionne parce que l'employeur est obligé de modifier, parce que s'il ne modifie pas, alors qu'un rapport de CHSCT a été produit, attention, là cette fois, il savait, il n'a rien fait, il est en train d'engager sa responsabilité civile et pénale. Donc là, il fait gaffe. Cette camarade qui s'est effondrée, voilà, là où elle était seule pour exercer les fonctions qui ont fini par la faire tomber malade, l'année qui a suivi le rapport du CHSCT, l'inspectrice d'académie a été obligée de recruter. Elle a recruté des agents qu'elle n'avait absolument pas l'intention de recruter avant, d'une part la reconnaissance de l'accident de service, d'autre part les résultats de l'enquête du CHSCT. Sur le papier, tous les autres syndicats peuvent s'emparer de cette démarche. Bon, je
je pense que je ne connais pas toute, on va dire, toute l'activité syndicale sur tout le territoire français, donc je suppose que d'autres syndicats s'y sont lancés. Mais il faut bien voir une chose, c'est que cette démarche qui est à la fois centrée effectivement sur vraiment sur le travail, c'est-à-dire que cette question de donner à la parole du travailleur une place centrale, c'est fondamental, et qui vienne parler de son travail ici. Ça, c'est ce qu'on appelle à la CGT la démarche travail. C'est-à-dire que toutes les démarches syndicales à la CGT se fondent sur la question du travail. Donc c'est vraiment une illustration de ça. Et voilà. Et puis par ailleurs, si on regarde l'histoire du syndicalisme CGT, on voit qu'il s'est monté sur ces questions de santé au travail. Et donc cette démarche, non seulement est une illustration de la démarche travail propre à la CGT, celle-là elle est bien propre à la CGT, mais deuxièmement, elle renoue effectivement avec le fil de la tradition CGT. On est vraiment dans quelque chose qui est finalement pas très innovant, mais qui est plutôt une réinscription du syndicalisme dans le syndicalisme des origines.